messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live et merci de passer un petit bout de votre temps à mes côtés. Tous ensemble, aujourd'hui, nous verrons dans nos différentes rubriques réparties l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Et donc, l'édition du jour fera un focus sur la mobilisation des recettes. Culture de la fiscalité avant tout, qui sera épinglée dans le dossier avec Olivier Camo. Nous aurons également droit à un invité, il s'appelle Florimo Moukeba et il nous parlera donc de la problématique de la taxe RAM. Comme nous le savons tous, cette taxe qui met en grogne la majorité des Congolais. Et pour le compte des chiffres clés, nous parlerons donc de l'étape de l'exécution de la dépense globale en termes de nombre de dossiers au premier trimestre 2021. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information où la Banque mondiale promet de décaisser 3 milliards de dollars américains supplémentaires dans les 18 prochains mois au bénéfice de la population de la République démocratique du Congo. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale basé à Kinshasa, Jean-Christophe Carré, qui livre cette nouvelle à l'issue d'une audience lui accordée le mercredi 5 mai 2021 par le ministre de Finances Nicolas Kazadi-Kadima. Pour le représentant de la Banque mondiale, le partenariat entre son institution et la République démocratique du Congo est très actif avec un portefeuille avoisinant les 5 milliards de dollars américains de projets. Poursuivons ce nouvelles en bref avec le service de sécurité et des douanes au poste frontalier de Kasumbalesa en mis la main le mardi 4 mai 2021 dans la matinée sur plusieurs colis remplis de pierres de diamants et de lingots d'or. D'après le sous-directeur de la Direction générale de douane et acquise à Kasumbalesa, Denis Kamato, le service de sécurité à la frontière a mis la main sous les colis suspects. À l'ouverture de ces colis, nous avons trouvé 11 pièces de pierres déclarées être diamants et 7 pièces de matière déclarées être de lingots d'or. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci à Kinshasa, le 5 mai 2021, Raobank est la première banque de la République démocratique du Congo qui a lancé sa propre salle de marché aux standards internationaux. Installée dans les locaux et l'atrium siège de la banque congolaise, au cœur de Kinshasa, la salle de marché traitera diverses opérations de marché pour le compte de sa clientèle corporate, parmi lesquelles l'émission des titres de créances négociables. Engagée pour le développement économique de la RDC, Raobank offre ainsi à sa clientèle de solutions alternatives de financement, d'investissement et de couverture en particulier sur les devises et les matières premières. Finissons ce nouvelles en bref avec le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a reçu en audience ce jeudi 6 mai 2021 plusieurs délégations de différentes associations de presse, toutes tendances confondues, Association nationale des éditeurs de la RDC, Association des entreprises audiovisuelles privées, Association des médias en ligne de la République démocratique du Congo, Fédération de radio et des proximités du Congo, ainsi que l'Association des télévisions numériques terrestres, avaient répondu à l'invitation du ministre. Ils ont échangé sur les défis et enjeux de chaque secteur. Les échanges, ils ont aussi porté sur le soutien de médias pour assurer une bonne communication autour de l'état de siège. Nous revoilà sur ce plateau, nous l'avons annoncé au départ, l'étape de l'exécution de la dépense globale en termes de nombre de dossiers au premier trimestre 2021. Ça sera dans les chiffres clés avec Judith Unamaka après ceci. Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, nous aurons encore droit au taux officiel du jour. Dites-nous donc quels sont les chiffres clés. Avant ça, nous allons faire un focus sur les étapes de l'exécution des dépenses globales en termes du nombre de dossiers au premier trimestre 2021. Sur le taux officiel de la Banque centrale du Congo, 1 dollar s'altère à 1986 francs congolais, un franc CFA revient à 3,64 centimes et 1 euro vaut 2391 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement l'Emba Super, où 1 dollar se copermute à 1900 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,69 centimes, pendant que 1 euro se change à 2399 francs congolais. Et donc, quelle a été l'étape de l'exécution de la dépense globale en termes de nombre de dossiers au premier trimestre de 2021? Ils indiquent un transfert de l'ordre de 1,632 milliards 519 407 084
francs congolais, indiquant un taux global de fluidité de 99,6% par rapport aux ordonnancements chiffrés à 1,638 milliards 839 998 243 francs congolais, renseignant un taux global de fluidité de 93,8% par rapport aux liquidations. Les liquidations ont été exécutées à hauteur de 1,747 milliards 47 630 257 francs congolais, dégageant un taux global de fluidité de 100,0% par rapport aux engagements. Selon les explications fournies par les services du ministère du Budget, les différents cas de nombre de dossiers transférés qui sont supérieurs par rapport au nombre de dossiers ordonnancés sont justifiés par l'éclatement de leurs dépenses à l'étape de transfert. Mais alors, Judith Ounamaka, dites-nous, qu'est-ce qui a constitué les dépenses globales en termes de transfert? Parmi les différentes rubriques en termes de transfert, nous citons la dette publique en capital, les frais financiers, les dépenses du personnel, les biens immatériels, les dépenses de prestations, les transferts et interventions de l'État, les équipements, la construction, la réfection, la réhabilitation, l'addition d'ouvrages et édifices et pour finir l'acquisition immobilière. Merci à vous, Judith Ounamaka, de toujours nous apporter l'évolution des courbes économiques en RDC. C'était un plaisir, Judith. Alors, poursuivons avec la prochaine rubrique, c'est bien sûr Zoom Winde avec Naomi Kandé. Suivez. Ils peuvent être le résultat d'une création artistique et être considérés comme une forme d'art décoratif. Cet objet mobile qui concourt à l'aménagement ou à la décoration de locaux ou de meubles. Zoom Winde vous fait un marché sur les différents meubles. Alors, sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Commençons avec le salon en forme L qui se vend à 400 $. Un salon avec 6 places revient à 500 $. Une marque de salon appelée Surclair se vend à 600 $. Une table vitrée d'un salon coûte 45 $. En bois à 70 $ et 60 $. Pour le table à manger, vous trouverez une table avec 4 chaises à 350 $. Celui de 6 places revient à 450 $ et de 8 chaises à 500 $. Vous pouvez aussi vous procurer de tables pour vos bureaux sans tiroir se vend à 60 $, avec tiroir à 80 $. Un porte-manteau en bois se vend à 15 $, en fer en 20 $ et 30 $. Protégez vos chaussures en le gardant dans un porte-chaussures de 10 places qui se vend à 60 $, avec 8 places à 50 $, celui de 6 places à 45 $. Un lit en étage de 90 cm se vend à 150 $, de 120 cm coûte 180 $. Un lit bas de 100 cm coûte 90 $, de 90 cm à 120 $. Une armoire de 1 mètre coûte 150 $, de 75 cm à 130 $. Pour ceux qui préfèrent des armoires en vitre, vous le trouverez à 300 $, 400 $ et voire même 450 $. Vos enfants ont la facilité d'apprendre avec un tableau fabriqué en bois de 1 cm 50 qui se vend à 45 000 francs. Pour 1 cm 20, vous le trouverez à 30 000 francs. Terminons avec une montre en bois qui se vend à 20 $ et 25 $. Merci d'être avec nous dans Zoom Winde et retrouvons-nous prochainement. La culture de la fiscalité en République démocratique du Congo. Nous en parlons dans le dossier avec Olivier Camon. Nous parlons du civisme fiscal, une culture pas très prise en compte en République démocratique du Congo. C'est avec vous, Monsieur Olivier Camon. Bienvenue. Bonjour, Madame Judith. Dites-nous, pour commencer, donc, comment comprendre la culture fiscale? La culture fiscale, en des termes simples, par culture fiscale, nous devons comprendre cet esprit de pouvoir toujours et de manière régulière de se conformer au fisc. Donc, en d'autres termes, tout citoyen doit être animé de manière régulière, c'est-à-dire il doit intérioriser en lui la culture du fisc. Donc, chaque fois qu'on lui demande de payer l'impôt, il a l'obligation de le faire. Chaque fois qu'on lui demande de payer telle ou telle autre taxe, il est obligé de le faire. C'est comme ça que nous devons comprendre la culture fiscale. Mais est-ce que le Congolais fait montre d'une culture, de cette culture justement?
Bon, sur ce point-là, je dirais vraiment non. Vraiment non, au vu de ce que nous constatons sur le terrain, de ce que nous voyons au sein de l'opinion. Vous trouvez par exemple, on n'a peut-être pas de chiffres disponibles maintenant là, mais je suis certain que dans notre pays, les citoyens ne sont pas habitués à pouvoir payer le fisc. Ceux qui payent le fisc, ceux qui s'adonnent à la culture fiscale représentent vraiment des chiffres très, très, très maigres par rapport à ceux qui ne sont pas habitués. Et donc, quel est l'impact direct du respect de la culture fiscale sur l'économie nationale, mais également sur le Congolais lambda? Bon, dans un pays où les gens sont habitués à payer le fisc, il s'est fait que l'État arrive facilement à mobiliser les recettes publiques. C'est-à-dire, ce sont ces recettes qui devront permettre que l'État puisse faire face à ses charges. Chaque fois qu'il y a un besoin qui nécessite des moyens, l'État est obligé d'aller puiser dans ses caisses pour pouvoir faire face à ces besoins-là. Alors, pour que ces caisses-là soient régulièrement fournies, il faut, en grande partie, que tout citoyen puisse s'acquitter au paiement du fisc, au paiement de l'impôt. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que le Congolais prenne conscience de la culture fiscale? Sur ce point-là, pour que les Congolais puissent prendre conscience de la culture fiscale, il faut, premièrement, une meilleure éducation civique. Il faut qu'au niveau, par exemple, de chaque niveau d'enseignement, que ce soit au primaire, au secondaire ou au niveau universitaire, qu'on puisse intégrer, qu'on puisse très bien donner le cours du civisme. Donc il faut déjà, dès le bas âge, que l'enfant comprenne que pour que le pays fonctionne mieux, je suis obligé de payer le fisc lorsque je vais atteindre l'âge requis pour payer le fisc. Et à ce niveau-là déjà, lorsqu'on intériorise la culture fiscale, quand l'enfant grandit, il se dit, écoutez, j'ai l'obligation de payer le fisc. Il va au secondaire, il va à l'université, c'est pareil. Et c'est comme ça que ça pourra devenir tout un cycle et automatiquement, vous trouverez que tout Congolais pourra intérioriser la culture fiscale. Mais en attendant, pour cette génération qui est déjà assez mature, on n'attendra pas que la prochaine génération vienne. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour que cette culture soit assise? Bon, maintenant là, je ne dirais pas qu'il faut frapper, mais il faut ramener les gens à prendre conscience. Il faut, par exemple, des séances de sensibilisation, des séances d'éducation à travers les médias, à travers les églises, parce que nous savons que les pasteurs sont aussi des leaders d'opinion. À travers nos musiciens, à travers nos comédiens, on peut organiser une sorte de vulgarisation pour pouvoir inculquer la culture fiscale aux citoyens. C'est pas si difficile. Ok, donc pour certains Congolais, la fiscalité est prise ou est considérée comme une tracasserie de trop. Et par rapport à ça, quel est votre avis ou votre position? Ceux qui pensent que la fiscalité est une tracasserie de trop... Pour appauvrir la population? Bon, je ne peux pas les condamner à 100%. Mais lorsque quelqu'un soutient une telle thèse, il faut en ce moment-là voir du côté du gouvernant. Ça signifie que lorsqu'un monsieur considère que la fiscalité est une tracasserie, il se met en tête l'idée selon laquelle, en retour, l'État ne va rien lui donner. Par contre, lorsque un État prend conscience de ce qu'il doit, de ce qui est de son devoir envers ses citoyens, je crois que un citoyen ne peut pas considérer le fisc comme une tracasserie, dans la mesure où, lorsqu'il paye son fisc, en retour, l'État lui donne ce dont il a besoin. Donc, en contrepartie, il reçoit ce qu'il attend.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Olivier, pour votre apport dans ce dossier. Je vous remercie, Madame Judy. Nous vous avions promis qu'il sera avec nous. L'invité du jour, il s'appelle Florimo Moukeba et il va nous parler de la problématique de la taxe RAM ici en République démocratique du Congo. C'est tout de suite après ceci. Monsieur Florimond, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous avons suivi dernièrement dénoncer une irrégularité au sujet de la taxe RAM. Alors, en s'attaquant au ministère de la PTNTIC, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre appel et de votre intérêt par rapport à ce travail qui a été fait par l'ODEP. Bon, c'est-à-dire que le ministère prévoit 118,9 millions de dollars pour toute l'année, donc comme recette à mobiliser dans le cadre du projet RAM. Donc 48 millions iront justement au projet. Maintenant, le problème c'est que nous sommes partis des chiffres même signalés par l'Observatoire de la téléphonie mobile, qui est une structure de l'ARPTC, qui est de 38 millions d'abonnés. Alors, quand vous faites un petit calcul, 38 millions d'abonnés multiplié par $7, on est à 266 millions. On est bien loin de 118 millions qui sont projetés par le ministère. Donc, déjà là, il y a un problème. En plus, bon, maintenant, il y a aussi la question de l'utilisation de ces recettes. Alors, il prévoit une répartition de 30% pour le prestataire. Nous allons revenir sur ces prestataires. 25% pour la RTTC, 40% pour les trésors publics et 5% pour les opérateurs de téléphonie, donc des télécoms, donc Vodacom, RTL, Africell, etc. Les prestataires, 30%, c'est qui? Est-ce qu'il y a eu une procédure de passation de marché qui a abouti à ce que ces fameux prestataires qui restent toujours mystérieux a gagné le marché? Ou bien on est encore dans les gré à gré auxquels on est habitué depuis 2 ans et demi maintenant. Où tout est gré à gré, tout est gré à gré. Alors ça, c'est une chose qu'il faudra que l'on puisse nous expliquer, n'est-ce pas, comment ce marché-là a été fait. Et donc l'ODEP n'a pas été associé à cette démarche? Non seulement, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de comment est-ce que le marché a été gagné. Ce n'est pas seulement l'ODEP, mais c'est l'ensemble des Congolais qui s'interrogent. Comment est-ce que ce prestataire-là a été recruté? De quelle manière? Parce que ça fait quand même beaucoup d'argent. Vous savez, 30% de 266 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour quel travail, pour quel cahier de charges. Et donc, il faudrait que le ministre nous explique cela. Et donc, vous savez aussi, je voudrais mettre un accent sur une chose, c'est que c'est une taxe. Okay. C'est pas un impôt. L'impôt est obligatoire, on n'a même pas à s'interroger pourquoi, on le paye un point trait. Tandis qu'une taxe a toujours en contrepartie un service qu'on rend donc au contribuable qui paye la taxe. Alors quel est ce service qui va être rendu à la population? Par rapport à ces 38 millions d'abonnés, quel service on va recevoir donc en contrepartie de cette taxe qui va être payée? Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons en urgence, nous demandons à l'Assemblée nationale d'interpeller en urgence le ministre pour qu'il vienne s'expliquer d'abord sur l'identité réelle du prestataire là, qui va bénéficier de 30% des recettes de RAM, et nous dire comment il a gagné ce marché, et ensuite nous expliquer pourquoi le RAM, donc ces recettes, doivent être en partie affectées aux rémunérations des agents de l'ARPTC. Donc il faut cela. Deuxièmement, nous voulons qu'une commission d'enquête parlementaire puisse élucider les contours qui est encore très flou de ce projet-là. Nous voulons aussi, en attendant qu'on puisse faire arrêter le projet, c'est-à-dire nous donnons la surséance du projet, qui est un projet opaque, dont nous devons d'abord voir les contours obscurs, notamment les réseaux qui vont gérer ces recettes, etc. On a entendu hier le président de la République à l'UPEN parler
justement de ces projets, qu'on va installer les Wi-Fi, etc., etc. Non, il ne faut pas aller vite en besogne. D'abord qu'on comprenne le projet, comment il est, avant de vouloir distribuer les avantages de ce projet-là. Donc il faut qu'on voit d'abord clair, que la population voit clair dans ce projet. Alors aujourd'hui, sur qui doit-on déposer ou reposer la responsabilité de cet échec, puisqu'il y a une tripartite dans ces dossiers? Donc d'abord sur soi, c'est-à-dire d'abord stopper le projet. On stoppe parce qu'il y a peut-être des bonnes choses qui peuvent résulter de ce projet. Mais déjà, $7, c'est déjà beaucoup pour les Congolais qui souffrent. Et nous ne voyons pas quel intérêt vraiment il y a derrière ce projet-là. S'il faudra, c'est après la commission parlementaire, avec l'enquête qui sera faite par la commission parlementaire, après d'abord l'interpellation du ministre, la commission parlementaire rendra ses conclusions. Et alors, à ce moment-là, en tout cas, il faudra aller probablement dans le sens de stopper ce projet. Mais alors, aujourd'hui, sur qui doit-on reposer la responsabilité de cet échec, puisqu'il y a une tripartite autour de ce dossier? Mais je crois le ministre. C'est d'abord le ministre, celui qui est responsable du lancement du projet, qui est celui qui politiquement et administrativement et porte l'échec du projet. Il peut avoir eu des recommandations peut-être de la présidence pour lui dire faites ceci, faites cela. Bon, déjà, je pense qu'au niveau de la présidence, avant de donner ces instructions-là, on aurait dû ordonner une étude de faisabilité correcte qui tienne compte non seulement de la rentabilité financière du projet, qui semble être au plus haut niveau, mais de ce que nous appelons aussi la rentabilité économique de ces projets. C'est-à-dire quels sont les avantages du projet pour la collectivité nationale, pour les consommateurs en priorité. Quels sont ces avantages-là pour lesquels on décide de faire le projet. Vous voyez, donc cette étude-là, économico-financière, est absente, on ne la voit pas. Mais alors, qu'est-ce qui doit être fait pour sauver la situation? Il faut stopper et répartir sur, par le commencement. C'est-à-dire qu'on puisse voir l'étude de faisabilité du projet RAM, qu'on puisse la faire correctement, et pour voir, parce qu'on arrive à $7 par personne, ce qui est base. Ok. Ouais, pourquoi $7? Sur quelle base on arrive? Oui. Donc, c'est comme le prix, par exemple, du transport urbain, etc. On ne le fait pas par hasard. On fait une étude de faisabilité, on voit si vraiment on peut mettre ce prix-là par rapport au contexte économique et social de la population, etc. Voilà, Monsieur Florimond, nous allons finir avec cette question. Vous avez parlé de 266 millions de dollars au lieu de ce qui a été projeté par le ministre. Vous êtes parti sur base de quel échantillon, quel effectif au total? 38 millions d'abonnés, c'est le chiffre qui est donné par l'Observatoire de la téléphonie mobile, qui est une structure de l'ARPTC. Il donne un chiffre de 38 millions, depuis l'année dernière. Okay. Il a donné le chiffre de 38 millions d'abonnés. Alors nous partons de 38 millions d'abonnés multipliés par $7. Ça fait 266 millions de dollars. C'est leur chiffre, vous voyez. Ils ne tiennent même pas compte de leur chiffre, ils déclarent 118 millions. Mais c'est pas ça. N'est-ce pas? C'est pas ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moukeba, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, merci. Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours, nous parle aujourd'hui de la vente des syllabus. Est-ce un mal nécessaire? Nous allons le suivre pour découvrir ce qu'il veut nous dire. Bonjour. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, s'en va en guerre contre la vente de syllabus dans les établissements publics. À peine arrivé, il appelle les recteurs et directeurs généraux des établissements du secteur de l'ESU à bannir ces pratiques qui consistent soit à imposer l'achat des syllabus aux étudiants, soit l'étudiant est obligé de verser ce qu'on appelle le droit d'auteur pour avoir accès aux photocopies des notes de l'enseignant. Syllabus
notes de cours présentées sous forme de livres ou droits d'auteur exigés avant de polycopier la note de cours, voilà autant de pratiques qui dénotent les côtés affairistes au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce que la vente de syllabus peut-elle être considérée comme un mal nécessaire dans le système éducatif en République démocratique du Congo? Il est vrai que le syllabus vient combler un besoin, celui d'offrir à l'étudiant des notes bien organisées, en considérant que la plupart d'entre eux peuvent avoir du mal à retenir l'essentiel du grand oral du professeur qui enseigne dans un contexte souvent marqué par l'absence de moyens de sonorisation adéquats. L'étudiant peut alors reviser ses notes après les cours et en comprendre le contenu grâce à son syllabus. Si l'apprenant n'a pas de syllabus, il doit par conséquent avoir accès à la bibliothèque ou des livres de mémoire et autres ouvrages académiques se rapportant aux matières sont bel et bien disponibles. Il devra aussi recourir aux librairies pour se procurer des ouvrages didactiques nécessaires. Des bibliothèques, si elles existent, sont-elles à jour dans les établissements publics? Les librairies sont là. Les étudiants ont-ils des budgets d'achat de livres et autres ouvrages académiques? C'est des questions souvent sans réponse satisfaisante. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les universités et instituts supérieurs de l'État se transforment quelque peu en industrie à sous. Quand on observe les pratiques commerciales instaurées dans le secteur de l'ESU, on se demande parfois pourquoi autant d'argent échapperait au contrôle de l'État. Voyons quelques cas pratiques dans cette jungle sans maître. Un syllabus coûterait entre 10 et 50 $ américains dans certaines universités. Certains travaux pratiques sont conditionnés à l'achat du syllabus ou au versement de ce que l'on appelle droit d'auteur qui permet à l'étudiant de polycopier les notes de cours. Dans d'autres établissements, l'étudiant est même obligé de payer les frais de participation à une interrogation, entre 500 et 1000 francs congolais par interrogation. Sans oublier les frais académiques chez les publics qui tournent souvent autour de 250 $ américains. Et en plus, les frais que l'on paye au directeur ou au lecteur des travaux de mémoire ou de fin de cycle qui avoisinent les 100 $ américains. Ce qui suppose que la réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas du tout une tâche facile. Le warrior Moïndo Nzangi en sait quelque chose et il devra se préparer pour une bataille acharnée. Merci de nous avoir suivis. Apprêtez votre carnet pour noter les différents rendez-vous économiques en République démocratique du Congo. C'est dans votre rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Prenez le rendez-vous donc du 6 mai 2021. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La Fédération des entreprises du Congo FEC organise une rencontre sur la communication digitale et outils du web. À cet effet, la FEC tiendra 2 matinées du jeudi 6 mai au vendredi 7 mai 2021 au numéro 10 avenue des Aviateurs dans la commune de la Gombe. Ces assises seront axées sur comment améliorer la performance et la visibilité de ces activités sur le web. Et notre rendez-vous est pris avec l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, qui prépare une première édition du Salon des assurances à partir du vendredi 21 mai jusqu'au samedi 22 mai 2021 à Kinshasa, précisément au Pullman Grand Hotel. Cette première édition sera axée sur le thème « Impact des assurances sur le financement de l'économie, approche idéale pour la RDC ». Clôturons avec la Fondation Eric Impium qui à son tour organise la première conférence sur le tourisme mémorial en RDC en date du 21 au 22 mai 2021 à partir de 9h à Kinshasa dans la salle de conférence ministère des Affaires étrangères. Elle aura pour thème « Repenser, reconsidérer le patrimoine historique et mémorial de la traite négrière en Afrique centrale ». C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. Article 15, une rubrique qui nous parle toujours des différentes activités qui font vivre dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on a frappé à la porte d'une vendeuse de pain et c'est dans Article 15 avec Benita Mweni.
jamais, jamais. Débrouillard, jamais, jamais, jamais. Débrouillard, jamais. Oh yeah, oh yeah, na bandango nakutana na bato moko baoteka bakeki oyo natuni bango basalaka wapi balakisinga basala yango kote ya Tomba Lubai nakie kuna baindien moko nde basala yango pembeni kote ya Tomba Lubai nakie na se présente tosololi na bango bayebisinga prix parapres nde na bandi bakoma kolakisanga bagato ya ndenge na ndenge nazozwa ça fait déjà 2 ans. Nakati ya musala oyo ezala mususu tobenga yango vente cash ezala mususu tobenga commande soki olingi yo moko bénéfice na yo oli yango par jour opesi bango mbongo batikeleli yo bénéfice soki olingi babombela yo na fin du mois ozokende opesa mbongo nyonso totalité après fin du mois bapesi yo moins quelque chose na journée ça dépend à marché oko gagner 15 000 o gagner 10 000 ça dépend à marché. Difficulté toza nango awa bola mboka na biso ezaka difficulté ya kobengana kokanga biloko na biso soki bakangi bazongisaka te baleaka biloko yango deux fois okie kofuta mbongo mais biloko eza insuffisant. bafandaka na ndako ifale bazala na courage vie eza courage soki olamuki na ntongo mpo nzambe alobi moto ake koluka tikaka ye te soki olamuki ke na principe ke nake koluka nzambe akotika yo te okozwa mwa eloko soki ofandi ekokita na lola mpe olia te soki tolamuki tokoyoka nzala te soki tolamuki koyiba ekozala te motema mabe kozala te. Message eza na gouvernement il faut encourager bato oyo bazoboya kofanda na bandako bazoluka mbongo il fallait encourager bango po tango ozo encourager bango moyen mboka yoka na chômage ezati. C'est la fin de cette édition. N'hésitez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et de liker les différentes vidéos. Moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver prochainement.